Ja, grüß euch miteinander. Ich freue mich sehr, heute Bonjour, je me réjouis beaucoup de pouvoir être là aujourd'hui Tag begrüßen. et je vous souhaite également la bienvenue à cette journée Ich dédiée möchte euch à nos gerne passions. Immuntherapie vorstellen. J'aimerais vous présenter l'immunothérapie. Tja, Bon allemand? Suisse allemand? Bon. was ist eine Immuntherapie und was Qu'est-ce bringt que sie für c'est unsere que Patienten? l'immunothérapie et qu'est-ce Vorneweg qu'elle signifie möchte pour ich nos schon sagen, patients? Immuntherapie sind eine große Tout Hoffnung d'abord, je peux für déjà vous Patienten dire mit que vielen ces komplex thérapies sont Immunsystem. porteurs d'espoir et Das qu'ils Ganze hat 2012 fonctionnent. Tout ceci a angefangen commencé en und der 2011 Entdecker von der et Immuntherapie, das ist ceux der qui ont Professor Jim Ellison découvert cette aus thérapie Texas und der étaient Professor le Onjo professeur von Japan. Die haben James die P. ganze Allison et Arbeit Tsakuto auseinandergesetzt. Honjo du Japon, qui ont reçu le prix Nobel pour leur Das ist recherche. ein Immunologe, Professeur der Allison in est un immunologue qui a travaillé avec des fremde cellules immunitaires Viren et dans le gesehen hat, dass es courant etwas de ses Wichtiges gibt, études, il a vu nämlich qu'il avait Protein. un Und das hat molécule, er une analysiert protéine und appelée herausgefunden, dass CTLA4 Immunzellen qui funktionieren. fonctionne comme un frein à main à la cellule Und was der immunitaire. ermöglicht hat, Et sa découverte a permis à pouvoir développer un anticorps contre le CTLA4, im Gesetz l'ipilimumab, der qui est Entdeckung von utilisé depuis Immuntherapie 2013 war ähnlich gewesen. 2013. La découverte du professeur Unjo est similaire. Il a découvert la molécule Das PD1, hat zur Entwicklung von donc verschiedenen un deuxième frein à main, ce qui a permis le Antibodies développement de différents Therapien anticorps eingeleitet und contre le Immuntherapie PD1 eingesetzt. et son partenaire PDL1, thérapies qui sont utilisées à grande échelle Immuntherapie, aujourd'hui. was sie machen, sie wollen Que tatsächlich font das Feuer les vom thérapies Immunsystem immunitaires? Donc, ils stillen. font relâcher le frein à main du système immunitaire. Also, C'est es déjà gibt, das ist ça sehr wichtig, l'exemple le plus parlant. C'est très important pour Verständnisgrundlagen comprendre für die également les effets Immuntherapie. secondaires et c'est le professeur Novak qui en parlera tout à l'heure. Wir wissen, dass das Comment Immunsystem est-ce sehr que le wichtig ist cancer für est die généré? Nous Menschen. savons que le Die système meisten immunitaire est extrêmement Personen important dans oder die cette Menschen génération. gelegentlich La plupart werden des die personnes auront, au moment donné de leur Tumorzellen vie, auront des identifiziert cellules tumorales, enfin und cancéreuses, erkannt werden und qui die sont identifiées comme étant étrangers par le système immunitaire et sont ainsi verändertes éliminés. Zelltyp Mais bilden si cela n'a pas lieu, ces cellules cancéreuses peuvent se diviser et générer une tumeur, un cancer. Et on sait que ces cellules cancéreuses qui peuvent évoluer ont trouvé un système pour désactiver, désactiver le système immunitaire à cause de ces freins à main. Et cela se passe par ces checkpoints, là où les cellules cancéreuses bloquent le système immunitaire. Et grâce à cette nouvelle thérapie immunitaire, nous avons la possibilité de faire relâcher ce frein à main et faire en sorte à ce que les cellules immunitaires peuvent identifier la cellule cancéreuse et l'éliminer. Quels sont les types d'immunothérapie actuelles? Ce que nous utilisons actuellement et ce qui est appliqué dans la plupart des hôpitaux, ce sont les inhibiteurs de immune checkpoint. Comme je l'ai dit, il s'agit là d'anticorps, donc un traitement intraveineuse contre les protéines CTLA4 ou PD1 ainsi que PDL1. À côté de cela, il y a deux nouvelles thérapies, les thérapies cellulaires. Donc, nous avons de lymphocytes infiltrés qui infiltrent le tumeur qu'on peut administrer aux patients. Et j'en parlerai tout de suite dans le slide suivant. Et il y a les cellules CAR-T. Quel est le principe de ces thérapies cellulaires? À l'inverse de ces inhibiteurs, on peut les administrer de manière intraveineuse aux patients et chaque thérapie est individualisée et peut être utilisée pour le patient en question. Vous voyez donc ici un tumeur. On va prélever un bout de cette tumeur, on va l'analyser, on va isoler les anticorps. Ils sont isolés et si maintenant on a un patient souffrant d'un mélanome, on va prélever un échantillon et regarder quelles sont les cellules immunitaires qui peuvent identifier cette tumeur et l'éliminer par la suite. Et on essayera de le produire à raison de plusieurs millions en laboratoire et on les administrera en intraveineuse aux patients. C'est dans le cadre d'études qu'on propose ces thérapies. C'est des thérapies très coûteuses et selon type de tumeur, on peut
provoquer une réponse extrêmement positive auprès des patients, de 20 à 50 des réponses positives. De l'autre côté, il y a les thérapies CAR-T, mais au lieu de prélever un bout du tumeur, on prend les cellules du système immunitaire par un principe qui s'appelle leucophérèse, heu, qui est similaire à celui appliqué lors de dons de cellules de la moelle osseuse. Donc on va prélever les cellules immunitaires et on va les infecter par un virus en mettant un molécule, un antigène qui, vont faire en sorte à ce que le système immunitaire puisse identifier ces cellules cancéreuses. Et c'est grâce à ces cellules qui sont administrées aux patients qu'on provoquera cette réponse. D'abord, le patient néanmoins passera une chimiothérapie intense. C'est quelque chose qui est intense au contraire des autres thérapies, c'est quelque chose qui est déjà appliqué au niveau des lymphomes notamment. Ce sont encore une fois des thérapies très coûteuses provoquant un grand nombre d'effets secondaires dont parlera mon collègue le professeur Novak. Maintenant, une question que beaucoup de patients posent. Ils veulent renforcer leur système immunitaire, ils savent qu'il joue un rôle important dans le cadre d'une atteinte oncologique. Qu'en est-il des thérapies alternatives? Lorsqu'il s'agit de soutenir le système immunitaire par l'alimentation, c'est tout à fait possible. Il y a différents aliments dont on dit qu'ils peuvent renforcer le système immunitaire, les citrons et leurs cousins, l'ail, le gingembre, et cetera. On ne connaît pas exactement l'effet, mais ils peuvent aider. Par contre, des patients qui veulent utiliser les fleurs de Bach, l'homéopathie, les globulis, des préparations de phytologiques, vous savez, on peut beaucoup commander sur internet, il y a beaucoup de publicité et nos patients sont souvent réactifs, ils veulent devenir actifs, faire quelque chose. Et on doit dire qu'on n'a quasi pas de données liées à l'effet de ces médicaments. On n'a même pas de données prouvant leur efficacité. Il n'y a aucune donnée quant au type d'effet. Le contenu est souvent non déclaré ou déclaré de manière insuffisante, donc on ne sait même plus ce qu'on prend exactement. C'est pourquoi cela peut représenter un risque. Il peut avoir une interaction avec nos thérapies, ça peut déclencher des effets secondaires non souhaités ou limiter l'effet de thérapie d'immunothérapie. Donc, si vous souhaitez prendre de tels médicaments, de telles préparations, nous vous invitons à en discuter avec votre oncologue. C'est un point vraiment important. Un autre type de thérapie qui a un certain degré de connaissance et qui jouit de bonne réputation, c'est la thérapie par le GUI. Il y a eu un article il y a peu de temps d'un spécialiste en Allemagne, le professeur Beuth, qui a regardé les différentes thérapies alternatives à Cologne. Et là, encore une fois, et on n'a presque pas de preuves concernant l'efficacité et l'effet de ces thérapies. Nous savons que le GUI a probablement un impact sur le système immunitaire, mais de quelle manière et dans quelle direction, on ne sait pas exactement. Il y a eu 2 études avec 28 publications qui incluent plus de 40 000 patients qui ont suivi ces thérapies pour différentes indications et on n'a pas pu constater une amélioration de la qualité de vie dans la limitation d'effets secondaires liés aux différentes thérapies. Et il n'y a eu aucun impact par rapport au taux de survie de nos patients. Nous savons que ces thérapies sont appréciées, mais on doit constater que cela n'apporte probablement rien aux patients. Nos thérapies, où on sait mieux ce qui se pratique, ce qui est fait, sont nettement plus indiquées. Est-ce que l'immunothérapie peut guérir les patients oncologiques? Nous espérons ici, lorsqu'on regarde sur ces courbes, les thérapies standards qu'on utilisait dans le passé pour les mélanomes, cancer de la peau, beaucoup de patients n'ont pas eu un espoir de vie dans la durée. Ils sont décédés très tôt. Et là, nos thérapies standards n'ont pas apporté beaucoup par rapport à ces perspectives. Mais grâce à l'immunothérapie, on a pu déplacer cette courbe de survie. Ça veut dire qu'un grand nombre de personnes ont finalement une survie de longue durée, dite de longue durée. Nous savons que 15 à 20 des patients, de nos patients, ont une survie à longue durée grâce à l'immunothérapie. Et plus cela dure, sans qu'il y ait de rechute ou qu'il y ait des nouvelles métastases, plus la chance est élevée qu'on pourra considérer ces patients comme guéris, ce qui n'était absolument pas le cas dans le passé.
ici. Avec l'immunothérapie, on peut réellement parler de guérison. Pas auprès de tous, mais notamment les mélanomes sont l'exemple parfait de ces cas-là. Et je vais vous donner un exemple de nos consultations. Ici, un patient de 76 ans avec des métastases multiples au stade 4, notamment osseuses et dans les poumons ainsi que sous le bras, plusieurs métastases sous la peau également. Il a fait 4 cycles d'immunothérapie, donc thérapie combinée avec 2 médicaments en 3 semaines et on a fait un PET scan après ces cycles, donc au bout de 3 mois et il a eu une réponse absolument sensationnelle. Tous les tumeurs ont quasi disparu. Il est il y a eu qu'une petite part sous le bras qui est restée, qui a pu résister. On a continué la thérapie et ce patient a dorénavant un pronostic excellent et d'excellentes chances qu'on pourra le considérer comme guéri d'ici 2 à 3 ans. C'est une révolution dans les thérapies oncologiques et une amélioration nette par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a évidemment l'autre côté aussi. On peut dire, qu'en est-il des patients qui ne répondent pas à l'immunothérapie? Il faut malheureusement dire qu'auprès de 50% de nos patients, cela ne prend pas. Il n'y a pas d'effet et on ne peut pas prédire, chez qui cela fonctionnera et chez qui cela ne fonctionnera pas. Malheureusement, ce n'est pas possible, mais il y a des grands projets de recherche à ce sujet. Nos centres sont très intéressés par ces recherches et on voudrait mieux sélectionner les patients afin d'éliminer ceux dont on sait déjà qu'il n'y aura pas de réponse et qu'on puisse les protéger de ces thérapies et de leurs effets secondaires. Je peux déjà dire où c'est qu'on ne peut pas utiliser l'immunothérapie. C'est le cas dans les carcinomes de prostate. Là, il y a eu des études qui ont montré que l'immunothérapie ne fonctionne pas. Cela ne répond pas à la biologie de ces tumeurs. Les tumeurs cérébrales, malheureusement pas non plus. Cela représente un défi en soi. Le mammaire-carcinome non plus. Certains types peuvent être traités par l'immunothérapie, mais néanmoins, les formes hormonosensibles ne répondent pas à l'immunothérapie. C'est la raison pour laquelle on peut dire que, au même prix, on peut vraiment lancer une pièce en l'air pour déterminer la future réponse. J'ai déjà terminé ma présentation. Merci beaucoup de votre attention et je me réjouis de pouvoir répondre à vos questions. Ja, besten Dank für die Einladung. Un grand merci de l'introduction et de cette présentation. Comme vous l'avez entendu de la part de professeur Özdemir, nous allons discuter des autres aspects de l'immunothérapie, notamment les défis lorsque on suit les patients en immunothérapie. Ici, les défis qui commencent tout de suite et en lien avec le développement en oncologie. On a commencé par les thérapies dites standards et peu à peu, d'autres types de thérapies se sont rajoutés, notamment l'immunothérapie. D'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas comme si c'est pas comme si on n'utilisait plus la chimiothérapie. Comme vous l'avez entendu, l'immunothérapie est une révolution, mais cela ne remplace pas les autres thérapies. Pour que vous puissiez bien comprendre ce qui s'est passé, j'aime bien parler du développement des NATEL. Je me rappelle lorsque j'avais 25 ans, voilà les tout premiers NATEL. Mon premier était à peu près au milieu de cette liste et nos enfants qui utilisent les dernières innovations n'arrivent même plus à imaginer comment ça a été, mais c'est quelque chose qui est similaire, par rapport à ce développement en oncologie. On n'arrive presque plus à s'imaginer que ce soit possible de utiliser un ancien Natel. Maintenant, le développement et les défis auxquels nous faisons face en oncologie, notamment dans l'immunothérapie. C'est résumé ici sur le slide. Ce sont des nouvelles thérapies innovatrices, ce qui veut dire qu'il faut d'abord prendre du recul et gagner en expérience. La première thérapie CAR-T, est-ce que c'est Madame Özdemir qui voulait expliquer. La première autorisation a eu lieu le 22/10/2018 et a été administrée le 1er janvier 2019 à l'hôpital de Lille. À ce moment-là, on savait ce que c'était, on savait à peu près comment faire, mais c'est clair, lorsqu'on fait quelque chose pour la première fois, on a besoin de gagner en expérience. On savait qu'il y avait des risques et des effets secondaires. Heureusement,
que nous pouvons dorénavant en parler. Nous discutons régulièrement avec Madame Stamm des risques et des effets secondaires et c'est basé sur nos propres expériences liées aux thérapies CAR-T. Nous avons traité 62 patients, donc environ les 50% en Suisse. Donc, nous sommes dans le lead ici à l'hôpital des Îles. Nous savons que ces thérapies sont très efficaces et que cela ouvre des nouvelles perspectives pour les patients et les soignants. Donc, cela ouvre vraiment quelque chose des deux côtés. Lorsque on rencontre des patients qu'on n'aurait pas vus dans le passé et on peut envisager la guérison. Ça veut dire que tout le processus de traitement a dû être adapté. C'est quelque chose qui n'est pas terminé, mais qui continuera de manière permanente et constante. Comme on a déjà entendu de Madame Özdemir, il s'agit maintenant de prédire l'avenir quelque peu en termes d'avantages, mais on doit apprendre encore, notamment dans le KT. S'il faut se l'imaginer au niveau du mécanisme, si quelqu'un a une grande masse tumorale, il y a moins de chances qu'il puisse en profiter et que les risques sont plus élevés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus rien faire, mais ça veut dire qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte. Et comme on l'a entendu, il y a un coût très élevé par rapport à ces traitements. En termes d'immunothérapie, nous n'allons pas parler de l'immunisation active, mais plutôt du côté inactif en termes de l'activation d'anticorps, d'immunité ou l'inhibiteur dit PD-1. Vous voyez ici l'effet où on a un anticorps qu'on appelle le rituximab. Ici, donc, une atteinte lymphomatique. Généralement, le pronostic n'était pas si mauvais que ça. Généralement, il avait en moyenne 3,5 ans avec une chimiothérapie et avec la thérapie immunitaire par anticorps. Cela a nettement augmenté simplement en rajoutant cette thérapie. Et c'est qu'un exemple parmi de multiples exemples. Donc ici, on peut dire qu'il nous faut un anticorps et on peut le coupler de manière brentuximab. Ici, une cellule Hodgkin, donc ici, c'est l'antigène CD30, et on voit l'efficacité de cet anticorps. On l'a vu dans le cas du mélanome noir, ici l'exemple d'un lymphome, en noir, l'atteinte oncologique sur le PET scan, et quelques mois plus tard, une image totalement différente. Donc, à gauche et à droite, on voit les reins et la vessie, ça c'est normal qu'on la voie. Et ça veut dire que l'image a complètement changé. Donc ici, on l'a utilisé auprès de quelqu'un qui a déjà suivi un traitement et il est évident qu'on essaye d'utiliser ces thérapies extrêmement efficaces dès le début. On le fait dans le cadre d'une étude, notamment avec la SAKK, l'Association suisse de recherche contre le cancer. Ce que Madame Özdemir a déjà dit, c'est l'aspect de prédiction, donc de réponse possible. On voit ici, généralement par rapport au type de tumeur, ça commence à droite, lors des tumeurs pancréatiques, il y a quasi personne qui a répondu. Vous voyez quelques patients avec un carcinome du côlon. Là, il y a quelques patients qui ont répondu. On arrive à mieux cibler dorénavant qui pourrait de l'être. Il y a certaines personnes souffrant de mammalcarcinome qui le font également. Et on suit cette liste jusqu'au lymphome de Hodgkin où on a une réponse de plus de 80%. On a découvert que c'est lié à leur profil génétique, leur définition génétique. Donc, ils ont presque une invitation étendue aux anticorps qui peut donc agir. Et c'est quelque chose qu'on doit encore comprendre au niveau biologique, donc où on travaille avec la définition des biomarqueurs qui nous permettent de définir quand c'est que les thérapies peuvent être administrées pour le meilleur profit possible des patients. Les coûts, il faut le dire en toute honnêteté, posent un grand problème. Ici, la liste. Ici, les coûts que j'ai essayé de lister pour un patient dit âgé de 70 ans. Ici, des médicaments qu'on donne tous les 2 semaines, toutes les 3 semaines, 2 à 3 semaines. Donc ici, la liste après le compendium. Et vous voyez que c'est tous les quelques semaines, un total de 10 à 20 000 francs. Et vous voyez aussi la combinaison entre les anticorps. Et lorsque je liste ce qu'on pourrait à peu près affirmer, enfin en termes de prédiction,
Je dirais que dans le cas de ceux qui sont marqués en rouge, nous avons certaines possibilités. Là, on peut dire que là, il y a certainement un avantage, mais chez les autres, probablement pas. Et vous voyez que l'un des médicaments les plus chers, l'ipilimumab, a vraiment est moins porteur de promesses. Mais nous sommes néanmoins obligés de chercher de tels marqueurs afin d'utiliser ces thérapies avec le meilleur effet possible. Donc, une fois que ces thérapies sont autorisées aux États-Unis, en Suisse, ici, une liste d'articles dans le journal, c'est vrai que c'est des thérapies révolutionnaires et vous voyez combien il y a d'argent. Il y a une entreprise qui a été rachetée par Gilead pour le montant absolument hallucinant de 11,9 milliards. Donc, ils se sont dit que l'avenir résidait dans cette entreprise. Ici, donc, un autre exemple, au niveau CAR-T, là, on parle de 475 000 $ pour la thérapie d'individus. C'est un montant très élevé. En Suisse, ce qui est intéressant, c'est que nous ne connaissons pas le coût parce que ce n'est pas annoncé de manière publique. C'est certainement moins élevé, mais toujours assez haute. Maintenant, on a toujours l'impression que la Suisse, c'est le pays qui est un petit peu en marge et qu'on reçoit ces thérapies plus tard, mais vous voyez ici en Suisse que ce n'est pas le premier ni le dernier des pays qui a commencé à utiliser ces thérapies. On n'était pas si mauvais que ça. En bas à gauche, vous voyez les centres par 100 000 habitants en Europe. Vous voyez que la Suisse est marquée en noir. Donc, on n'est pas parmi les tout premiers, mais on est quand même parmi les pays qui a pu rapidement introduire ces thérapies innovatrices. Pour nous, un autre problème, c'était à côté de l'autorisation et de la prise en charge des coûts. Vous savez, il y a dorénavant un texte législatif depuis 2019 qui règle exactement qui peut bénéficier de ces thérapies. Il faut une évaluation par un médecin conseil, donc question de confiance, c'est important. C'était difficile la première année où il n'y avait pas encore ce règlement, mais je crois que la Suisse a trouvé une voie relativement innovateur pour utiliser cela à bon escient. Maintenant, quelques effets secondaires spécifiques de l'immunothérapie. Vous avez souvent entendu parler de ce frein à main qui doit être relâché. Donc, c'est relativement clair que ce n'est pas comme en chimiothérapie, on perd les cheveux, mais que de l'autre côté, nous avons une suractivation d'un système immunitaire. Donc, généralement, ces suractivités peuvent concerner une itis, donc une inflammation, ou provoquer un impact sur l'auto-immunité. Et cela peut se faire à tous les niveaux imaginables et cela montre aussi pourquoi les patients viennent chez nous aux soins ambulatoires. Par exemple, ici, une colite au niveau de l'intestin, donc, le patient peut dire qu'il souffre de diarrhée. Dans le diagnostic, il faut surtout exclure d'autres effets qui peuvent provoquer ces diarrhées. Il peut y avoir une rupture, une perforation intestinale ou avoir d'autres complications. On doit examiner le son afin de voir ce qui se passe. Et vous voyez ici l'exemple d'une patiente souffrant d'une tumeur, enfin d'un cancer pulmonaire. Et vous voyez ici les différentes données, donc les données au niveau de du foie et l'épithélium du pavimenteux. Le collègue qui ont soigné ces patients connaît ces effets et il administre du prednisone. C'est une cortisone qui doit bloquer ces effets. Ça va assez vite, donc 1-2 jours plus tard, on voit déjà une normalisation de ces valeurs. Donc la thérapie est interrompue brièvement et continuer tout de suite. D'autres effets peuvent concerner la peau. Il peut y avoir des irritations, des rougeurs. Et là, encore une fois, on soigne par des soins, des antihistaminiques, des cortisones topiques. Là, c'est un exemple que personnellement, j'ai jamais vu. C'est une forme spécifique appelée le vitiligo. Donc là, il y a des taches blanches qui se sont montrées. Il peut y avoir des pneumonies. Là, c'est plutôt difficile, des toux, une insuffisance pulmonaire, clairement des cas qui nécessitent l'utilisation de corticoïdes. Et c'est quelque chose qui ne doit pas être
évaluées. On a aussi des atteintes au niveau des glandes thyroïdiennes au niveau d'une insuffisance particulière. Les cellules CAR-T ont des effets secondaires très particuliers. C'est ma collègue Madame Stamm qui en parlera. Il s'agit encore une fois d'une suractivation du système immunitaire, donc douleurs au niveau des articulations, de la tête, fatigue, des chauds-froids, des fièvres, jusqu'à des enflements au niveau du niveau de la masse cérébrale. Là, encore une fois, on utilisera bien sûr des corticoïdes, mais généralement, les patients sont hospitalisés et ont un suivi rapproché. Et Madame Stamm vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Alors, je vous souhaite également la bienvenue à l'occasion de la dernière partie de notre exposé immunothérapie. Je souhaiterais vous présenter la thérapie CAR-T. Monsieur Novak nous l'a déjà expliqué, il nous a déjà expliqué ce que c'est cette thérapie CAR-T. Il faut savoir que la thérapie CAR-T a besoin de différentes phases. On ne peut pas tout simplement sortir le médicament du placard et l'administrer, mais il faut une préparation. Tout d'abord, il faut collectionner les cellules T avec le patient. On peut ou bien faire des ponctuations au niveau des bras et si ça ne suffit pas, on va ensuite poser un cathéter. Cette collection peut se faire de manière ambulatoire ou bien à l'hôpital. À ce moment-là, le patient doit venir à l'hôpital pendant 2 ou 3 jours. Pendant cette collecte, le patient peut être au lit, il peut regarder la télé, lire ou même dormir un petit peu. Et alors, cette collecte peut être prenante pour le corps et souvent le patient est fatigué le soir. Mais sinon, cette saisie n'a aucun effet et en règle générale, le traitement est bien toléré. Une fois que les cellules sont disponibles et qu'elles ont été collectionnées, nous allons remettre ces cellules à une société qui vient prendre ces cellules à l'hôpital de ville. Ensuite vient une phase qui n'est pas visible, mais qui est un grand défi. Pendant cette phase, il faut un délai d'attente de 4 semaines, délai d'attente, et ça nécessite la patience et toujours pas dire quand exactement les cellules seront prêtes. Une fois qu'on apprend de la société qu'on peut utiliser les cellules, nous allons planifier l'hospitalisation du patient. On prévoit 3 semaines à l'hôpital. Tout d'abord, il y a une chimiothérapie. Cette chimiothérapie est modérée et a très peu d'effets secondaires. Il ne s'agit non pas de traiter le cancer ou de minimiser le cancer, mais de créer de l'espace pour que les cellules TCAR puissent ensuite se répandre dans le corps. Une fois qu'il y a eu cette infusion des cellules TCAR, le patient reste à l'hôpital pendant 2 semaines. Parfois, c'est un peu ennuyeux parce que le patient est en bonne santé, mais les patients doivent rester pour pouvoir les surveiller, pour savoir s'ils font des symptômes ou des effets secondaires. Tout comme le professeur Novak nous a déjà dit, cette thérapie cellulaire TCAR peut avoir des effets secondaires neurologiques. Il faut pouvoir les dépister très rapidement. C'est pourquoi nous, du service des soins, nous les experts en soins, plusieurs fois par jour, nous faisons ce test CAR-TOX. Ça sonne un peu bizarre et pour les patients, c'est un peu bizarre parce qu'on pose sans cesse les mêmes questions et nous testons différents symptômes. C'est-à-dire, les patients doivent écrire une phrase. On va vérifier l'écriture. Voilà un exemple d'un patient qui était chez nous. Au début, après l'infusion des cellules TCAR, son écriture était bien lisible, normale. Après 7 jours ou 9 jours, tout d'un coup, on s'aperçoit, tiens, l'écriture change, elle bouge, elle n'est plus tout à fait droite. Et après 10 jours, on voit que ça devient carrément illisible et ça n'est plus sur une ligne. Ça sont justement ces effets secondaires neurologiques que j'ai évoqués. Mais, et il faut le savoir, c'est très important, nous voyons le même jour, le 10e jour, après l'infusion, ces effets secondaires diminuent et l'état du patient s'améliore. Et ça disparaît, heureusement. Comme ce patient, le patient, lorsqu'il quitte l'hôpital, saura écrire normalement. Donc, vous voyez ici
Aujourd'hui, le jour de quitter l'hôpital est enfin arrivé. Heureusement, c'est l'écriture qu'a le patient le jour lorsqu'il quitte l'hôpital. Deuxième défi qu'il faut confronter avec ces effets secondaires de ces thérapies cellules Kékar, c'est le syndrome où les cytokines sont dégagées. Ça provoque une forte fièvre et lorsqu'on appelle ça une forte fièvre, on appelle ça une libération de cytokines. Les patients sont hospitalisés. Nous pouvons donc leur administrer des médicaments contre les nausées, la forte fièvre ou bien les douleurs et nous pouvons les soutenir également avec des bains contre la fièvre. Rarement, il faut les transférer au service des soins intensifs. Heureusement, ils reviennent après 2 jours. Si jamais ils sont aux soins intensifs, il y reste max 2 jours. On pourrait beaucoup dire encore à propos de cette thérapie CAR-T, mais je voulais revenir à ces inhibiteurs checkpoint, à l'immunothérapie que Mme Özdemir a déjà évoquée. Chez nous, au service ambulatoire, nous administrons surtout les médicaments Keytruda et Opdivo. Ce sont des types d'administration bien différents. Ces médicaments sont administrés de manière ambulatoire, comme infusion dans les veines et uniquement pendant 30 minutes. Les patients viennent tous les 15, voire tous les mois au service ambulatoire pour se faire ces infusions. Quels sont les effets secondaires? Il faut les connaître. Les effets secondaires disparaissent ou se produisent quelques semaines après le début du traitement et disparaissent quelques semaines après la fin du traitement. Et parfois, les effets secondaires sont vécus après le traitement seulement, mais en règle générale, ces effets secondaires sont légers et vont diminuer. Pour nous, les experts en soins et pour les médecins, il est très, très important de bien documenter ces effets secondaires. Le patient doit documenter les effets secondaires pour que nous puissions bien suivre le patient. Il est très important que l'oncologue ou bien l'expert en soins compétente soit au courant des nouveaux symptômes, voire de l'intensification des symptômes. Quels sont les symptômes principaux? Ce sont surtout des symptômes au niveau des peaux, surtout des démangeaisons ou alors des éruptions cutanées. Il faut à tout prix éviter des substances qui irritent la peau. Si jamais vous nettoyez votre maison, il faut porter des gants. Ensuite, il faut éviter l'irradiation venant du soleil, pas aller au solarium, mais il faut également éviter le grand froid ou le grand chaud. Il est recommandé d'utiliser des produits à pH neutre qui sont hydratants et qui sont également d'hyporestituants. Deuxième effet secondaire, ce sont des diarrhées, voire des colites. Les patients font des diarrhées. Il est très important que les patients boivent assez pour compenser la perte d'humidité et de liquide. Ensuite, il faut renoncer à une alimentation riche en lactose et en fibres pendant une certaine durée, voire plus longtemps. Une fois que nous avons administré la thérapie, nous remettons des brochures aux patients qui comprennent des informations très utiles. Il est très important d'avoir également un passeport de patient, voire une carte de patient qu'on remet. Ce passeport du patient ou la carte du patient devrait être porté sur soi sans cesse pour que si jamais une urgence se produit ou que le patient doit être hospitalisé pour une autre raison, on pourra toujours informer l'équipe soignante. Et si jamais le patient souhaite avoir des informations plus amples, il peut toujours se manifester chez nous ou bien auprès de la Ligue suisse contre le cancer. On peut se procurer ces brochures ou bien par poste ou bien la télécharger depuis le site web de la Ligue suisse contre le cancer. Cette manifestation est consacrée au motto « Le savoir, ça fait du bien ». Nous avons pu heureusement avoir beaucoup, beaucoup d'informations. Nous avons beaucoup appris. Nous avons appris que les immunothérapies sont ou peuvent être très utiles et nous avons de plus en plus d'expérience avec les effets secondaires pour pouvoir soutenir les patients. J'espère qu'on a pu vous transmettre un peu de savoir aussi, savoir qui va vous encourager par la suite. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Oui, il y a toute une série de questions et la première question concerne le point suivant. C'est fou.
Pendant tout le temps, on a souhaité stimuler le système immunitaire et ça n'a pas servi à grand-chose. Et tout d'un coup, on a appris, il faut sortir le frein. Il faut sortir le frein pour que ça fonctionne. Voilà, donc on sort le frein. Mais pour ce qui est du cancer du sein, tu as dit que le cancer du sein triple négatif peut être traité à travers l'immunothérapie, alors que le cancer du sein qui est hormonosensitif ne réagit pas à l'immunothérapie. Y a-t-il une explication à ce phénomène? L'explication qu'on pourrait donner réside dans la biologie de ces atteintes, le fait que le système immunitaire joue un rôle plus ou moins grand. Généralement, c'est quelque chose qui est mal compris et fait et que ce n'est pas que tous les patients peuvent profiter, enfin, toutes les patients étant atteints par un triple négatif au niveau du mammal carcinome peuvent bénéficier. Mais si dans ces cas-là, on arrive à stimuler le système immunitaire, cela ouvre une autre fenêtre thérapeutique que lorsqu'il s'agit de tumeurs hormonosensitives. Donc, dans ces cas-là, on ne peut pas utiliser ces thérapies? Non, pas aujourd'hui. Tu crois que ça va changer ces prochaines années? Non, je ne crois pas forcément parce que pour les atteintes hormonales, enfin, le point d'attaque sur le plan génétique est plus grand. Donc, il se peut qu'on utilisera des combinaisons, par contre. Question à professeur Özdemir, peut-être comme petite répétition. Y a-t-il des facteurs qui permettent d'identifier qui c'est qui pourrait bénéficier d'une immunothérapie et qui plutôt pas? Vous avez dit mélanome, atteinte poumon, rein, par contre, pas du tout le cancer des testicules. Mais alors, lorsqu'on parle de cancer des poumons, est-ce qu'on peut identifier les personnes particulièrement aptes, là où ça vaut vraiment la peine d'essayer et ceux où on peut dire qu'il ne faut pas? Oui, nous avons certaines données, notamment dans le cas cancer de la peau, des mélanomes. Nous savons que les patients qui ont des valeurs mauvaises au niveau du pronostic, une valeur de sang LDH élevée, sont finalement les patients qui répondent probablement le mieux à une thérapie combinée que ceux qui ont un LDH dans les valeurs dites normales. On peut utiliser un NDH, Next Generation Sequencing, et identifier les types de mélanomes, les types de tumeurs qui ont une charge de métamorphose élevée. Ça, c'est mesurable et ces patients-là ont une meilleure chance d'avoir une réponse positive par rapport à ces thérapies. Le carcinome de la prostate, là, il s'agit de tumeurs qui ont évolué pendant 10, 20 ans et nous n'avons pas une charge de mutation élevée. Ce sont des cellules qui dépendent des hormones, du ménage hormonal, et là, on a vu que l'immunothérapie n'apporte pas suffisamment de réponses. Il y a des sous-groupes, par exemple, il y a une mutation génétique qui a amené ce carcinome. Chez ces patients, il y a une forte chance qu'il y ait une réponse à ces thérapies. Donc, il y a la biologie de la tumeur et de l'autre côté, les facteurs du patient. Et les deux, on ne sait toujours pas assez à ce sujet. Et il y a souvent des patients où on se dit qu'il n'y aura pas de réponse, mais si, il y en a une. Donc, cela fait partie des études. Donc, c'est compliqué de prendre ces décisions concernant une immunothérapie. Qui c'est qui prend cette décision? Le médecin généraliste ou est-ce qu'il faut se rendre chez le spécialiste à l'hôpital de Lille pour savoir si on est éligible? Ce sont des thérapies tellement complexes. Donc, même pour nous, oncologues, nous ne prenons pas cette décision seuls. Généralement, c'est une décision qu'on prendra au bord des tumeurs. On tiendra compte des différents facteurs, la biologie, les examens pathologiques, on regarde les images, les CAT scans, les CT, les IRM, afin de voir quelle sera la meilleure thérapie, opération, rayon, chimio ou une immunothérapie. Donc, nous ne pensons pas que ce sont nos médecins généralistes qui devraient prendre ces décisions. Nous pensons que c'est trop complexe, avec trop de responsabilités engagées.
il vaut mieux passer le dossier à un spécialiste. Nous pouvons volontiers évaluer des patients à tout moment. Si vous avez des questions, ou si vous voulez un deuxième avis ou que votre médecin généraliste se pose la question, on est disponible. Il faut tenir compte également des effets secondaires et du coup, cela nécessite un traitement multidisciplinaire avec un grand nombre de spécialistes engagés. Là, il faut réagir rapidement et souvent, on ne peut pas assurer ce type de soins dans le cabinet d'un médecin généraliste. Les patients qui se qualifient pour une immunothérapie doivent être envoyés dans un centre. Voilà, en ce qui concerne le spécialiste. Ensuite, Urban, tu as parlé beaucoup des coûts qui semblent être astronomiques. Si maintenant un oncologue, une oncologue dit oui, on peut opter pour cette thérapie, est-ce que les caisses payent? Oui, les caisses payent. Je tombe dans le bon allemand, excusez-moi. Je retourne dans le Berndeutsch. Alors oui, les caisses payent. Il y a des critères clairs et il faut poser la question. C'est le médecin conseil qui va évaluer et qui va approuver, notamment lorsqu'on répond aux critères. Ces critères sont relativement stricts lorsqu'on compare à d'autres cas de thérapie. Des fois, il y a des discussions, il faut un certain temps jusqu'à ce qu'on ait la garantie de prise en charge des coûts. Donc là, encore une fois, ça prolonge le temps d'attente. Et pour faire la thérapie, après, il faut compter du temps aussi jusqu'à ce que cette question est réglée. Hem, je l'ai évoqué brièvement avant, c'est, très complexe, mais c'est une thérapie qui s'est fait en stationnaire, et on n'avait même pas la base au niveau de la législation et notamment la première année lorsqu'on a utilisé ces thérapies, mais que ces questions n'étaient pas encore clarifiées, c'était un défi important. Mes réponses maintenant, oui, avec, tous ces critères, qui ont été réglés, oui, c'est pris en charge, c'est payé. Donc nous sommes dans la situation heureuse en Suisse que ces nouvelles thérapies innovateurs sont couvertes. Ce n'est pas partout le cas. Donc Félix Helvetia, quelle chanceuse Helvetia, Suisse. Question à vous, Simone Stamm. On a parlé des effets secondaires. Est-ce que ces effets secondaires, continuent, se perpétuent? Est-ce que ça disparaît ou est-ce que ça reste à jamais? Que le poumon est endommagé, que la peau reste irritée, ou est-ce que c'est réversible et on revient dans son état de bonne santé comme avant? Et au niveau de cette thérapie dont nous avons discuté avant, les, effets secondaires, redisparaissent. Certains durent un petit peu, d'autres durent juste quelques jours. Donc c'est gérable. Voilà, les questions les plus urgentes. Il y avait une dernière question qui vient d'arriver concernant les mélanomes. Il y a différents types de mélanomes. Cela peut, se faire au niveau de la peau, au niveau des mucoses. Est-ce que l'immunothérapie, fonctionne pour tous ces tumeurs initiales? Avec les différents fonds, est-ce que ça fonctionne partout la même chose? C'est une excellente question parce que ça réillustre le côté de la biologie de cette tumeur. L'immunothérapie fonctionne le mieux ou répond le mieux lorsque l'origine est dans la peau. Là, on a un taux de réponse de plus de 50. Lorsque cela touche les muqueuses, les taux chutent quelque peu de 30 à 50. Ça, c'est par rapport aux analyses qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Néanmoins, ces mélanomes sont aussi moins fréquents que les mélanomes de la peau. Et là où il y a une réponse vraiment amoindrie, c'est avec une atteinte de la cornée, donc derrière l'œil. Là, la réponse est vraiment amoindrie. Cela nous montre que le mécanisme quant à l'origine de ces mélanomes est divergente et qu'il n'y a pas une réponse à tout. Nous le faisons quand même parce que souvent il n'y a pas d'autres alternatives à proposer. Un grand merci à nos intervenants. Je pense que c'était vraiment intéressant. Nous avons une nouvelle thérapie extraordinaire, porteur d'espoir, mais nous devons utiliser à bon escient les instruments afin de les utiliser de manière optimale. Qui, comment, de quelle manière, chez qui? C'est vraiment récent, disponible depuis peu d'années seulement, mais ici en Suisse, nous avons donc la possibilité d'y avoir recours rapidement.